Clara Houdaillé va faire la présentation suivante avec, parce qu'on a encore peu abordé finalement depuis le début du séminaire, un modèle animal et puis donc des tests fonctionnels ou un test fonctionnel pour donner aussi de l'information en complément des données bioinformatiques entre autres. Oui. Donc, bonjour à tous, Clara Houdaillé, je suis généticienne au CHU d'Angers et en effet je ne vais pas vous parler de dépistage ce matin mais de canalopathie liée au gène HCN2. C'est un travail que j'ai fait notamment avec le docteur Ziegler qui est peut-être qui n'est plus là et qui vise à mieux caractériser le spectre phénotypique des canalopathies HCN2 et à mieux caractériser l'impact de certaines variations sur le plan fonctionnel, donc par électrophysiologie, notamment en utilisant des modèles de Xenop. Donc, les canaux HCN pour Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide Gate Channel, ce sont des canaux qui appartiennent à la grande famille des canaux ioniques voltage dépendants. Ils vont avoir la particularité de s'ouvrir à l'hyperpolarisation, donc pour des potentiels négatifs d'environ moins 55 millivolts. Et leur activation va être modulée par la présence d'AMP cyclique. L'AMP cyclique va entraîner un décalage de la courbe d'activation vers des potentiels plus dépolarisés, donc plus positifs. Ces canaux ioniques sont perméables aux ions potassiques et sodiques et donc vont être responsables d'un courant entrant appelé IH au niveau des cellules excitables cérébrales et cardiaques. Et ils vont participer donc à des fonctions de pacemaker, mais aussi à d'autres fonctions non pacemaker, comme la détermination du potentiel de repos membranaire. Ces canaux donc, sont codés par 4 gènes, HCN1 à HCN4, qui sont très conservés chez tous les mammifères et qui sont donc exprimés au niveau cardiaque et au niveau cérébral. Donc HCN4 est essentiellement exprimé au niveau du cœur, HCN1 et HCN2 sont essentiellement exprimés au niveau du cerveau avec une expression ubiquitaire au niveau cérébral pour HCN2. Et ils vont participer à l'activité et à la plasticité neuronale et participer à des processus physiologiques comme l'apprentissage et la mémoire. Donc, quand on a débuté cette étude en 2021, ce qui était connu concernant HCN1, c'est que HCN1 est impliqué dans des tableaux d'épilepsie génétique avec crise fébrile, mais également dans des tableaux plus complexes d'encéphalopathie épileptique de début précoce et de déficience intellectuelle. HCN2, on savait qu'il était impliqué dans l'épilepsie génétique avec crise fébrile. Il n'y avait que 6 variations rapportées, avec notamment 4 gains de fonction et 2 pertes de fonction canalaires. Donc le but de cette étude, c'était de savoir si éventuellement HCN2 pouvait aussi être impliqué dans un tableau plus sévère, tout comme HCN1. Donc nous avons identifié 21 individus issus de 15 familles non apparentées. Au niveau du spectre phénotypique, donc on avait un retard psychomoteur et une déficience intellectuelle, donc ce qui n'avait pas été décrit auparavant, une épilepsie, des troubles du langage, des troubles du tonus, et puis de manière intéressante, des mouvements anormaux chez pratiquement la moitié de ces personnes, avec une dystonie dans quasiment un tiers des cas, des stéréotypies, des tremblements. On avait un cas de syndrome cérébelleux et chez plus d'un tiers des patients, on a également observé un nystagmus. Au niveau des IRM cérébrales, de manière assez notable, il y avait 8 individus pour lesquels il y avait des anomalies au niveau de la substance blanche. Et notamment, on avait une délétion en 478, donc qui était récurrente et présente chez 3 individus non apparentés, et ils présentaient tous des anomalies de la substance blanche. Concernant les données génotypiques, on a identifié 13 variations, donc il y avait 5 variants monoalléliques et 6 variants bialléliques, 11 faux sens, une délétion récurrente en phase, donc en position 478, et un seul frame shift. Ces variants étaient essentiellement localisés au niveau du domaine senseur de potentiel S4, au niveau du domaine S5 qui va participer à la boucle qui forme le port canalaire, au niveau de ce qu'on appelle le C-linker, qui est le domaine qui relie le segment S6 au domaine de liaison à l'AMP cyclique, et puis au niveau du domaine du CNBD.
Donc on a réalisé des analyses fonctionnelles in vitro, donc par la technique de voltage clamp dans des ovocytes de Xénope. Donc à partir d'ADN linéarisé, on a pu préparer des ARN, donc ARN sauvages et ARN mutants, qui ont été injectés dans des ovocytes de Xénope et incubés ensuite pendant 3 jours. Puis on a pu réaliser les enregistrements électrophysiologiques. Donc, je ne vais pas vous décrire tous les protocoles d'enregistrement, mais ça a permis de notamment définir les densités de courant. Donc les densités de courant, ça correspond à la conductance du canal, donc sa capacité à laisser passer les ions. Les cinétiques d'activation, c'est la vitesse à laquelle le canal va s'activer, et leur voltage dépendance avec le coefficient de demi-activation, V1,5, qui est en fait le potentiel pour lequel la moitié des canaux vont être ouverts. Donc, concernant les résultats, donc pour un des variants monoalléliques en position 324, une arginine remplacée par une histidine. Donc, c'était un variant qui a été identifié chez un enfant avec une déficience intellectuelle et une épilepsie. Il était hérité du père et de la grand-mère qui avait plutôt une déficience intellectuelle limite, borderline, et qui avait des difficultés de socialisation et un TDAH. Lorsqu'on regarde les courants, donc ici le canal sauvage, ici un homotétramère R324 et ici un hétérotétramère R324, donc pour mimer un variant monoallélique. On voit qu'il y a une nette augmentation des densités de courant, donc une augmentation de la conductance du canal, qui a une augmentation également de la vitesse d'activation du canal. Et donc ces deux paramètres sont en faveur d'un effet gain de fonction du canal mutant. Lorsqu'on regarde au niveau des prédictions 3D, on voit que ce résidu-là, il est situé au niveau d'une poche hydrophobe, et que la présence d'une histidine à la place d'une arginine va avoir un effet stabilisateur sur l'état ouvert du canal. Et donc ça, c'est également en accord avec le fait qu'il y ait une conductance plus importante. On a étudié 3 autres variants monoalléliques en position 363, 369 et 374. Donc c'est des variants qui sont au niveau du domaine S5, qui ont été identifiés pour le 363 chez un enfant avec déficience intellectuelle et épilepsie, et un autre avec une déficience intellectuelle sans épilepsie, mais un syndrome cérébelleux. Et puis les 2 autres ont été identifiés chez des patients avec déficience intellectuelle et épilepsie. Cette fois-ci, on observe une diminution de la conductance canalaire, avec toujours une augmentation de la cinétique d'activation. Et je ne vous ai pas mis tous les résultats, mais ces résultats sont plutôt en faveur d'une perte de dépendance au potentiel et donc d'un effet de perte de fonction partielle. Ces 3 résidus, ils participent ces 3 mutations, elles vont renforcer les interactions hydrophobes au niveau du segment S5 et S6, ce qui va être délétère pour la stabilité du canal. On a également caractérisé 3 variants bialléliques. Donc pour les variants bialléliques, ils ont été identifiés chez des individus qui avaient des tableaux beaucoup plus sévères, avec une déficience sévère à profonde, des épilepsies plus précoces, et puis des mouvements anormaux identifiés chez tous ces patients. Et donc là, on observe vraiment une absence totale de courant, donc un canal complètement silencieux. Et donc on a regardé l'expression dans des cellules HEK, et on voit en fait que pour tous les variants, il y a une rétention du canal au niveau du cytoplasme. Donc il y a un défaut d'adressage à la membrane, ce qui explique cette absence de courant. Ces 3 résidus, ils vont avoir un effet très déstabilisant par une perte des interactions hydrophobes. Donc, en conclusion, on a élargi le spectre phénotypique lié au gène HCN2 en incluant la déficience intellectuelle, et on a également observé donc, chez un tiers de nos patients des mouvements anormaux et un nystagmus, ce qui n'est à l'heure actuelle pas décrit pour le canal HCN1. On a identifié des variants monoalléliques et bialléliques, donc un double mode de transmission.
Pour HCN1, il y a un seul variant, un seul patient avec variant biallélique qui a été identifié. Pour les 3 variants bialléliques, on obtient une perte totale de fonction avec une absence totale de courant liée à un défaut d'adressage membranaire. Pour les 3 variants monoalléliques, on a un courant aberrant avec un courant de fuite. Et ces 3 variants concernent des résidus qui sont vraiment importants pour la stabilité des segments S5 et S6, avec une perte de fonction partielle et plutôt un effet dominant négatif. Et pour le variant monoallélique, on observe un gain de fonction. On a pu établir une corrélation génotype-phénotype. Le variant, partiel, mais le variant gain de fonction est responsable plutôt d'une épilepsie plus tardive chez des patients qui ont une déficience intellectuelle légère ou pas de déficience intellectuelle. Les variants perte de fonction sont responsables plutôt d'une épilepsie plus précoce et sévère, et d'autant plus sévère et précoce pour les variants avec perte totale du courant. Mais cette corrélation génotype, elle reste incomplète puisqu'il y a quand même une hétérogénéité pour un même variant, donc le variant qui est hérité, et aussi pour des personnes qui ont le même variant et qui ne sont pas apparentées, et aussi une variabilité intrafamiliale pour le variant qui est hérité, le variant 324. Les perspectives futures, donc nous avons identifié un patient avec un variant dans HCN3. Donc si jamais vous avez des patients avec des variants dans ce gène-là, on est très intéressés. On souhaite rechercher des partenaires protéiques de HCN1 et HCN2, éventuellement réaliser des études sur des modèles neuronaux qui permettront une représentation plus proche de ce qu'on peut observer in vivo. Et pourquoi pas étudier des thérapies, donc des bloqueurs des canaux HCN, sélectifs ou non sélectifs, et pourquoi pas des oligonucléotides antisens pour les variants monoalléliques. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir. Et on a un projet, donc le projet BrainCell, qui a été intégré dans l'axe de recherche Neuromitomics au CHU d'Angers. C'est un projet qui vise au développement d'une technologie de biotransformation, donc de cellules de fibroblastes de patients atteints d'épilepsie, pour les transformer en cellules neuronales et donc, grâce à des ARN qui codent des facteurs de différenciation neuronaux et des biopolymères conductibles, et donc dans le but ensuite de pouvoir les caractériser sur le plan électrophysiologique, alors plutôt avec des techniques de patch clamp qui peuvent être plus rapides et qui peuvent être automatisées, et aussi de pouvoir tester donc, des molécules comme des anti-épileptiques. Donc je remercie tout particulièrement le professeur Legros avec qui j'ai travaillé et qui m'a formé sur la technique de voltage clamp, le docteur Ziegler, et puis l'équipe australienne donc, du docteur Mary Phillips au Florey Institute et le docteur Catherine Howell au Murdoch Children's Institute. Et je remercie la Fondation Groupama qui a financé une partie de l'étude. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce très beau travail et le développement d'un modèle qui est toujours quelque chose d'extraordinaire. La place pour une question ? C'est un bel exemple quand même un peu emblématique, je trouve, de l'utilité des tests fonctionnels à la limite là entre le soin et la recherche. On espère par la suite que ça pourra éventuellement déboucher sur des pistes. Un modèle qui est capable d'identifier à la fois les gains de fonction et les pertes de fonction, ce qui est pas toujours ou loin d'être le cas. Et donc, très très bien. Merci. Merci beaucoup.